Quand sa vie s'est tragiquement arrêtée dans un avion broyé dans les montagnes du Nevada, elle n'avait que 33 ans. Le monde entier pleurait. Clark Gable était inconsolable, et le gouvernement s'est empressé de la déclarer héroïne nationale. Mais derrière les portes closes, les patrons d'Hollywood soupiraient de soulagement. L'histoire officielle a gravé Carole Lombard dans la mémoire collective comme une rigolote un peu naïve et une épouse idéale. Mais que faire si ce sourire éclatant n'était qu'un masque? Aujourd'hui, nous allons dévoiler la vérité choquante sur comment une femme a tenu toute l'industrie du cinéma en haleine. Et pourquoi, après sa disparition soudaine, Hollywood a tout fait pour effacer à jamais son vrai visage. Carole Lombard est entrée dans l'histoire du cinéma comme une femme dont le nom évoque une fête éternelle, un esprit brillant et Clark Gable. Le mythe a simplifié sa biographie à une série de photos éblouissantes et une fin tragique. Mais la réalité de cette carrière est bien plus complexe. Lombard est importante pour la culture, non seulement en tant que star de l'âge d'or. Elle est devenue une figure d'époque, prouvant qu'une femme peut être forte, indépendante et dominante, mais seulement si elle parvient à convaincre tout le monde que ce n'est qu'un jeu charmant. Acte 1. Introduction à l'illusion de légèreté. Dans le cinéma américain des années 30, le genre de la comédie excentrique, connu sous le nom de screwball comedy, exige un nouveau mode de présence à l'écran. Un univers où les dialogues fusent comme des rafales de mitraillettes, où l'action physique ne s'arrête jamais. Les acteurs se déplacent à toute vitesse, s'interrompent, laissent tomber des objets, tombent et s'engagent dans des duels verbaux comme s'ils échangeaient des coups sur un ring de boxe. Au centre de cet ouragan cinématographique savamment orchestré, on trouve souvent Carole Lombard. Ces héroïnes envahissent les salons respectables, brisent sans pitié les règles bourgeoises, parlent plus vite que leurs interlocuteurs conservateurs ne peuvent penser, et dégagent une énergie vitale absolue, presque effrayante. Sur pellicule, cela ressemble à un chaos organique, sans retenue. Les spectateurs dans les salles obscures ont l'impression que Lombard ne joue pas, mais existe simplement dans son état naturel. Un état de mouvement continu et étincelant, impossible à maîtriser ou à arrêter. La culture de masse a le don de figer ces images éclatantes et de les transformer en mythes simples et plats. Dans l'histoire officielle du Hollywood doré, Carole Lombard occupe une niche bien définie, confortable à percevoir. Aujourd'hui, on se souvient d'elle avant tout comme de la blonde emblématique de l'ère art déco, avec un sens de l'humour parfait, la reine incontestée de la comédie, et la femme dont le nom est à jamais lié à Clark Gable. L'industrie du divertissement aime emballer des carrières complexes et multiples en un ensemble d'associations vives et instantanément reconnaissables, élaguant tout ce qui est contradictoire. Pour Lombard, cet ensemble historique se compose de robes de créateurs éblouissantes, de répliques ironiques cinglantes et d'une aura de fête éternelle. La mémoire collective d'elle se réduit à un sentiment de légèreté absolue, comme si toute sa vie n'était que la continuation d'un film à succès. Cependant, dans le cinéma professionnel, la légèreté spontanée n'existe pas. Ce qui à l'écran semble être une improvisation aléatoire ou une explosion soudaine d'énergie nécessite sur le plateau une discipline rigoureuse et épuisante. La comédie excentrique est un genre de précision mathématique et de contrôle strict. Pour qu'une blague fonctionne sur le spectateur, l'acteur doit prononcer sa réplique à une fraction de seconde précise, faire un pas exactement sur la marque au sol où la lumière est positionnée et réagir impeccablement au mouvement de son partenaire. La naturalité impeccable de Carole Lombard était le résultat d'un calcul technique rigide et froid. Derrière sa folie à l'écran se cachait un contrôle absolu de son corps, de ses intonations vocales et de son timing comique. Le chaos n'était qu'une forme extérieure, un bel emballage dont le contenu était un travail routinier et de nombreuses heures de répétition, ne tolérant aucune relâche. Cette capacité de travail cachée au public se heurtait directement aux règles tacites du système des studios de l'époque. Dans les années 30, on exigeait des principales stars féminines de Hollywood une décoration irréprochable. L'objectif de la caméra devait capturer une beauté statique, inaccessible, des regards langoureux et des silhouettes de costumes parfaites. Les actrices de premier rang étaient censées être des objets passifs d'admiration masculine, et non des moteurs autonomes de l'intrigue. Lombard possédait une apparence classique, presque aristocratique, qui correspondait parfaitement à ses standards de glamour. Mais elle refusait catégoriquement de figer à l'écran en tant que jolie statuette.
Elle a combiné cette enveloppe glamour extérieure avec une liberté physique de comportement, traditionnellement considérée à l'époque comme une prérogative exclusivement masculine. Sous la robe élégante se cachait une audace de garçon et une volonté d'agir. Sa capacité à se mouvoir librement à l'écran et à franchir les limites de l'acceptable est devenue son principal outil professionnel. Dans la culture conservatrice de l'Amérique de l'époque, l'indépendance féminine ouverte, le courage et l'intelligence aiguë étaient souvent perçus par la société comme une menace directe. Si une actrice avait tenté de transmettre ses qualités sérieusement, exigeant l'égalité avec un pathos dramatique ou en faisant des déclarations directes, la machine des studios l'aurait rapidement écrasée et privée de contrat. Lombard a trouvé une issue complètement différente, bien plus sophistiquée. Elle a fait de sa subjectivité et de sa force une partie intégrante de son charme. Son intelligence se manifestait non pas dans de longs monologues, mais à travers des blagues paradoxales. Et son indépendance, par la volonté de ses héroïnes de briser les normes sociales uniquement pour leur propre plaisir et amusement. Ce mécanisme de camouflage s'est avéré impeccable. La société et l'industrie cinématographique lui ont permis d'être aussi éclatante, bruyante et indomptable pour une seule raison. Toute son énergie débordante était présentée aux spectateurs comme un jeu sans conséquence. Les cadres stricts de la comédie garantissaient que la liberté féminine ne détruirait pas les fondations du monde réel, et donc, elle cessait de sembler dangereuse. Lorsque le spectateur riait de la façon dont l'héroïne de Lombard surpassait les hommes dans les batailles verbales ou causait une catastrophe à grande échelle dans un manoir riche, il lui pardonnait facilement ce degré de liberté qu'il n'aurait jamais accepté d'une femme dans la vie réelle. Le rire bruyant dans la salle est devenu son bouclier idéal, une couverture fiable pour diffuser un tout nouveau type de comportement féminin à l'écran. La presse hollywoodienne soutenait activement ce format, vendant avec plaisir au public l'image de la star excentrique même en dehors du plateau de tournage. Les magazines décrivaient régulièrement ses farces complexes avec ses collègues, son vocabulaire non conventionnel pour une dame et ses fêtes bruyantes. L'industrie présentait ces histoires comme la preuve de sa folie innée et de son caractère incontrôlable. Mais cette franchise publique était aussi une position soigneusement calculée, une partie de sa stratégie de survie. En construisant une réputation de fille du coin qui pouvait se permettre n'importe quel mot ou acte, Lombard s'assurait une immunité contre de nombreuses restrictions morales strictes que les patrons des studios imposaient aux autres actrices. Elle jouait habilement selon les règles du système, tout en faisant croire au système qu'elle violait constamment et impunément ses règles. Le problème de cette méthode brillante était qu'avec le temps, l'industrie commençait à percevoir sa maîtrise technique et son image réfléchie comme ses véritables propriétés personnelles. Lorsque la stratégie professionnelle complexe est si habilement masquée sous un charme sincère, les spectateurs, les critiques et même les collègues cessent de voir l'intelligence analytique qui se cache derrière. Lombard ne se contentait pas de jouer des rôles comiques. Elle construisait et affirmait une nouvelle façon de présence féminine à l'écran, où l'indépendance n'éloigne pas le partenaire, mais l'attire. Mais pour que ce tour fonctionne sans faille de film en film, elle devait constamment maintenir un degré élevé de légèreté à l'écran, sans jamais permettre au public de remarquer la tension intérieure et la lourdeur de cette construction. Un tel niveau de maîtrise de soi, de flair commercial et de compréhension profonde de la psychologie humaine ne s'apprend pas dans les cours d'art dramatique des studios ou ne se transmet pas des réalisateurs. La capacité de transformer le chaos en outil de travail, d'utiliser l'humour comme une armure et de cacher une ambition personnelle d'acier derrière un sourire désarmant se forme toujours bien avant la signature du premier grand contrat avec un studio. Pour comprendre d'où Carole Lombard tire cette ténacité inébranlable et cette capacité à manipuler les attentes des autres, il faut regarder la période de sa vie où jouer à l'indépendance n'était pas une partie d'une image réussie à l'écran, mais le seul moyen disponible de s'adapter à une réalité changeante. Acte 2. La formation de l'autonomie. En octobre 1914, Bessie Peters, épouse d'un homme d'affaires aisé de l'Indiana, embarque ses 3 enfants pour traverser le pays et s'installer à Los Angeles. Ce déménagement signe la fin de son mariage. Pour sa fille cadette, Jane Alice Peters, future Carole Lombard, ce changement de côte marque un renouveau total de sa trajectoire sociale. Au lieu d'une enfance protégée et prévisible dans le Midwest conservateur,
Elle se retrouve dans une zone géographique et sociale instable, où il faut reconstruire le statut familial. La rupture parentale ne s'inscrit pas dans sa biographie comme une catastrophe institutionnelle ou une pause psychologique. Au contraire, c'est le point de départ d'une approche radicalement pragmatique de la réalité. Dans ce nouveau contexte, mère et fille forment un duo rigide et fonctionnel. Bessie Peters refuse de cultiver une atmosphère de perte, de vulnérabilité ou de ressentiment social. Elle transmet un modèle où l'ambition est directement liée à la nécessité de survivre. Leur quotidien laisse peu de place à la faiblesse sentimentale, typique de l'éducation des filles de classes aisées de l'époque. La vie à Los Angeles est perçue comme un projet continu, nécessitant une mobilisation constante de ressources, d'énergie et une évaluation lucide. L'indépendance précoce n'est pas un choix idéologique, mais un outil essentiel pour maintenir leur niveau de vie. L'environnement urbain de Los Angeles, des années 10 et début 20, encourage cette autonomie. Grandissant avec 2 frères aînés, Jane Alice adopte rapidement des stratégies de socialisation masculine. Elle joue au baseball, fait de l'athlétisme et participe aux jeux de rue sans concession. Cette égalité physique avec les garçons n'est pas un acte conscient de rébellion contre les normes de genre de l'époque. C'est plutôt le moyen le plus efficace de s'adapter, de consolider sa position dans la hiérarchie adolescente compétitive. Elle apprend tôt une règle simple: la confiance physique, la rapidité de réaction et la capacité à ne pas reculer devant un conflit assurent une sécurité bien plus fiable que le respect strict des règles d'étiquette. Cette expérience pratique forge en elle un type spécifique de liberté corporelle et psychologique. Alors que l'éducation américaine traditionnelle exige encore des jeunes filles retenues, fluidité des mouvements et passivité sociale, Jane Alice se déplace avec assurance, prenant autant de place qu'elle le juge nécessaire. Sa gestuelle garçonne et son agressivité directe et non dissimulée deviennent son état naturel. Elle apprend à utiliser son énergie bruyante pour contrôler son environnement, sans jamais attendre que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Curieusement, cette praticité rigide et utilitaire ne contredit en rien son apparence. À la fin du lycée, Peters devient une jeune femme aux traits fins et idéaux, correspondant parfaitement aux standards de beauté classiques, presque aristocratiques. Un paradoxe fonctionnel émerge. Visuellement, elle incarne l'image d'une dame fragile et raffinée, mais son comportement reste pragmatique, abrupt et sans compromis. Elle peut porter des vêtements élégants tout en parlant fort, utilisant un argot cru et dominant psychologiquement n'importe quel dialogue. Cette identité hybride devient sa protection fiable contre la pression sociale. L'indépendance de Jane Alice est dépourvue de tout pathos sacrificiel. Elle est perçue par les autres comme un fait inaliénable de son tempérament biologique. Elle n'attend ni salut ni soutien extérieur, car son aptitude à l'autorégulation est automatisée. Elle ne laisse aucun espace aux autres pour une tutelle paternaliste. À la moitié des années 20, un individu totalement autonome émerge dans les rues de Los Angeles, doté d'une vitesse de réaction phénoménale, d'un système nerveux solide et d'une compréhension claire de ses objectifs. Elle possède un ensemble de qualités idéales pour survivre dans n'importe quel environnement d'affaires hautement concurrentiel. Cependant, l'industrie cinématographique, dont les studios s'étendent déjà autour de chez elle, fonctionne selon des demandes bien plus conservatrices. Le mécanisme de production des stars a besoin de jeunes femmes belles, mais les règles institutionnelles ne prévoient pas encore de scénario où ces femmes pourraient apporter sur le plateau leur véritable autonomie incontrôlable. Acte 3. Façade décorative. En 1925, Jane Alice Peters, 16 ans, signe son premier contrat avec la Fox Film Corporation. À cet instant, la machine bureaucratique de l'industrie la rebaptise officiellement Carole Lombard, effaçant une partie de son passé. Ce premier pas professionnel ne la confronte pas à l'art dramatique, mais à la mécanique impitoyable de la production d'illusions visuelles. Dans les vastes studios étouffants, elle découvre un véritable tapis roulant. Maquilleurs, costumiers, éclairagistes effacent méthodiquement toute singularité pour la conformer aux standards commerciaux de l'époque. Sur les tournages, on lui demande simplement de rester immobile, de capter la lumière et de montrer un profil symétrique parfait. Pour les patrons des studios, elle n'est pas une personne avec un caractère, mais un matériau visuel de qualité. Elle est perçue comme une texture idéale pour remplir l'arrière-plan des scènes,
où les décisions narratives sont toujours prises par les acteurs masculins, laissant aux femmes le rôle de jolis ornements. Le système des studios de la fin des années 20 et début des années 30 fonctionne selon des règles strictes, où le corps féminin est la principale marchandise exportée par la fabrique de rêves hollywoodienne. Chaque cadre est conçu pour transformer l'actrice en un objet précieux, presque muséal. Les robes de soie lourdes, les schémas d'éclairage complexes et les mises en scène millimétrées dictent un rythme d'existence très précis à l'écran. Dans cet espace cinématographique, la femme doit être lente, fluide, absolument passive. Sa seule fonction est d'embellir l'intérieur et de servir de toile de fond silencieuse aux actions masculines. Tout mouvement brusque, agitation physique, réaction spontanée ou parole trop rapide est perçu comme un défaut technique grossier par les réalisateurs. Ces manifestations de vitalité sont immédiatement réprimées, car elles brisent l'illusion fragile du glamour cinématographique, fondée sur l'inaccessibilité et la statique de l'image féminine. Pour Lombard, dont l'identité s'est forgée dans les rues de Los Angeles à travers une activité de garçon manqué, une vitesse sportive et une compétition constante avec ses frères, ce modèle décoratif est non seulement étranger, mais physiologiquement inconfortable. Sa cinétique naturelle, son habitude de prendre librement l'espace et de clamer haut et fort ses désirs, entre en contradiction directe avec les exigences des metteurs en scène. Dans ses premiers rôles conservés, on voit clairement comment elle doit artificiellement se ralentir, contenir son énergie intérieure et imiter laborieusement une langueur mélancolique qui ne lui est pas propre. Les cadres institutionnels du glamour entravent littéralement son corps. Dans les silhouettes étroites des tenues des designers de studio, il est physiquement impossible de bouger librement, et les points d'éclairage fixes interdisent toute improvisation spatiale. On lui demande de jouer non pas un caractère, mais une forme, où chaque mouvement est dicté non par la logique de la scène, mais par les exigences de l'opérateur. Cependant, le pragmatisme froid, développé dans son enfance après la dissolution de sa famille, l'empêche de se lancer dans un conflit ouvert avec la direction des studios ou de claquer la porte. Lombard ne se rebelle pas ouvertement contre le système, mais décide d'en étudier minutieusement le fonctionnement technique de l'intérieur. Elle commence à maîtriser méthodiquement et avec détermination les outils de sa propre objectivation. L'actrice passe de longues heures à discuter avec les opérateurs et les éclairagistes, apprenant comment les différentes lentilles déforment les proportions du corps et comment la lumière sculpte le volume du visage. Elle apprend à poser pour des centaines de photos publicitaires obligatoires, délivrant le maximum de charme exigé par les studios avec un minimum d'effort énergétique interne. Cette brillante adaptation aux règles du jeu lui permet de se maintenir solidement dans l'industrie. Elle obtient régulièrement des rôles dans des mélodrames typiques, des polars de série et des histoires romantiques, remplissant parfaitement et sans faille la fonction de belle façade requise par les producteurs pour remplir les salles de cinéma. Mais cette mimique impeccable a un coût professionnel élevé. Devenu un modèle de studio idéal et infaillible, Lombard se retrouve piégé par sa propre universalité et docilité. Au début des années 30, la direction de Paramount Pictures l'utilise comme une pièce interchangeable et pratique du vaste mécanisme. Si la star principale du studio refuse un rôle dans un mélodrame de série à cause de caprices ou de maladie, le scénario est immédiatement confié à Lombard. Elle joue docilement les épouses souffrantes, les orphelines naïves, les victimes des circonstances et les femmes fatales. Mais aucun de ces personnages en carton ne nécessite l'application de son véritable intellect. Dans ces films, ces personnages sont totalement dépourvus de subjectivité et de volonté. Son esprit vif et analytique reste hors champ, se manifestant uniquement dans des commentaires acerbes et précis entre les prises. L'industrie la paie généreusement pour son apparence et sa soumission, ignorant totalement ses capacités d'organisation et son timing comique inné. Le décalage entre la femme vivante et réelle et son pâle double à l'écran devient de plus en plus évident et ridicule pour ceux qui connaissent personnellement Lombard. Sur le plateau, entre les scènes, elle jure librement comme un docker, organise des farces techniquement complexes pour ses collègues et gère ses affaires financières avec le calcul froid d'un courtier expérimenté. Mais dès que le mot « moteur » retentit, elle doit instantanément enfiler le masque de la belle vulnérable et fragile, prononçant des dialogues banals avec une fausse respiration haletante. Les patrons des studios voient bien cette dualité
mais ne comprennent absolument pas comment la commercialiser dans le cadre des genres existants. Pour eux, la Lombard vivante, agressive, sarcastique et drôle est une anomalie de production. Cette anomalie doit être soigneusement cachée du grand public derrière un mur épais de campagnes de relations publiques, pour ne pas compromettre les ventes de billets pour son prochain mélodrame larmoyant. Correspondre parfaitement aux standards décoratifs garantit à l'actrice un statut élevé, une reconnaissance et un revenu financier stable, mais ferme à jamais la voie vers un véritable pouvoir cinématographique. Tant que Lombard joue docilement selon les règles du glamour hollywoodien classique, elle reste une simple fonction dans les récits des autres, un bel accessoire sans volonté aux acteurs masculins principaux qui font avancer l'action. Accepter ce rôle signifierait un déclin progressif de sa carrière à mesure qu'elle vieillit, comme cela s'est produit avec des dizaines d'autres beaux visages de l'époque. Pour cesser d'être un objet de contemplation et devenir un sujet autonome capable de contrôler l'histoire, elle doit briser le modèle statique du cinéma sonore précoce. Elle doit trouver un territoire au sein du système industriel où sa vitesse phénoménale, sa vivacité, son intelligence et sa disposition à l'absurde cesseraient d'être considérés comme des défauts professionnels et deviendraient des outils légitimes de pouvoir sur le spectateur. Acte 4. L'espace de l'excentricité. En 1934, sur le plateau de XXe siècle, un incident professionnel a non seulement changé la trajectoire de Carole Lombard, mais a aussi marqué la naissance d'une nouvelle héroïne cinématographique. Le réalisateur Howard Hawks, observant ses tentatives maladroites de jouer la dame raffinée face à l'imposant John Barrymore, a interrompu le tournage. Il a pris Lombard à part, lui demandant d'abandonner ce rôle appris par cœur. Hawks lui a suggéré d'agir comme elle le faisait hors caméra. Parler vite, ne pas hésiter à être brusque, et si besoin, utiliser la force physique. Au prochain essai, Lombard a explosé d'émotion et a littéralement donné un coup de pied à Barrymore. Cette spontanéité presque agressive a brisé la théâtralité artificielle de la scène, offrant au film une tension inédite. Ce moment précis a propulsé l'actrice hors de son rôle décoratif pour l'installer dans un nouvel espace cinématographique. Le genre de la comédie excentrique qu'elle a embrassé avec ce film commençait à peine à se former, répondant aux besoins du public de briser les normes sociales. Contrairement aux histoires romantiques traditionnelles, où tout était ordonné et prévisible, la screwball comedy était un chaos total et incessant. Les salons respectables devenaient des champs de bataille, et les dialogues des rafales de mitraillettes laissant peu de place à la réflexion. Pour Lombard, ce genre naissant n'était pas juste une étape de carrière. C'était la seule niche institutionnelle où sa vivacité, son audace de garçon manqué et son volume trouvaient leur légitimité. Ce que les réalisateurs de mélodrames classiques voyaient comme un défaut technique, ici devenait le moteur principal de l'intrigue. En s'immergeant dans l'excentricité, Lombard a commencé à projeter à l'écran un niveau de liberté physique et psychologique historiquement réservé aux acteurs masculins. Dans le récit hollywoodien classique, les rôles étaient clairs. L'homme agissait, la femme réagissait. L'homme conquérait l'espace, prenait des décisions, avançait l'histoire, tandis que la femme lorgnait et servait de récompense. Lombard a brisé cette disposition. Ses héroïnes initiaient les conflits, envahissaient les bureaux, lançaient des objets, interrompaient brutalement les conversations et imposaient leur rythme aux scènes. Elle s'est appropriée la subjectivité masculine, refusant d'être un prix passif à la fin de l'histoire. Pour la première fois, un personnage féminin devenait un participant égal, voire dominant, dont la volonté et l'énergie façonnaient directement la réalité du film. La société américaine conservatrice des années 30 n'aurait jamais accepté une telle domination féminine si elle avait été présentée sérieusement. Une héroïne agressive, intelligente et indépendante aurait été perçue comme une menace à l'ordre social, un marginal à punir. Mais le format comique a servi de bouclier social et de censure parfait. L'absurdité des situations, l'exagération des mimiques et le chaos incessant atténuaient le sérieux. L'intelligence et la force de Lombard étaient habilement emballées dans l'humour. Le public riait de l'absurdité, et ce rire rendait la liberté féminine sûre, acceptable et légitime. La société pardonnait l'indépendance de ses héroïnes parce qu'elle était perçue comme un jeu temporaire, charmant, sans menace pour l'ordre établi. Un outil crucial de ce jeu subtil était la dissonance visuelle calculée. Lombard n'a pas renoncé à sa beauté aristocratique
ni adopter le rôle simpliste de la fille ordinaire en tenue de travail. Au contraire, elle a renforcé tout l'arsenal du glamour hollywoodien. À l'écran, une femme avec une coiffure impeccable, vêtue de robe de soie, pouvait à tout moment tomber au sol, se battre physiquement ou lancer une tirade sarcastique. Ce contraste entre l'apparence parfaite et le comportement anarchique créait un effet hypnotique. Elle a prouvé que l'attrait extérieur n'exclut pas le danger intérieur et que l'élégance n'oblige pas à la soumission. Cette méthode novatrice a transformé la structure même de l'interaction romantique au cinéma. Dans les films avec Lombard, l'amour n'était plus un processus d'attente passive, de soupirs languissants ou de souffrances silencieuses. C'était un duel rapide et dur entre deux esprits forts. Le personnage masculin ne pouvait plus se reposer sur son statut social, son argent ou sa force physique. Il devait survivre au chaos généré par la femme. Les héroïnes de Lombard ne choisissaient pas simplement un partenaire. Elles le testaient, l'entraînant de force dans leurs scénarios excentriques et imprévisibles. Leur charme résidait dans cette capacité à détruire le monde ordonné de l'homme et à le forcer à jouer selon leurs règles changeantes. L'industrie cinématographique, axée sur les profits, a rapidement saisi le potentiel commercial de ce nouveau type d'héroïne. Les patrons de studios ont compris que le public était prêt à acheter des billets pour voir l'indépendance féminine si elle était bien emballée dans l'excentricité. Les scénaristes ont commencé à écrire pour le rythme unique de Lombard, intégrant dans les scènes un espace pour son activité physique et ses duels verbaux. Elle n'était plus une pièce interchangeable dans le mécanisme des mélodrames, mais un élément central d'un genre nouveau et lucratif. Une industrie qui voulait la confiner à un rôle décoratif s'est adaptée à son tempérament, étendant ce format à tout le marché cinématographique. Pour le public et les journalistes, ce succès professionnel sans précédent semblait être le triomphe de la spontanéité. On aurait dit que Lombard ne faisait aucun effort, transférant simplement son caractère réel et joyeux à l'écran. La comédie excentrique vendait l'illusion d'une fête continue, où le rire et le chaos naissaient d'eux-mêmes. Mais générer une telle action synchronisée et ininterrompue n'avait rien de spontané. Ce que le public voyait comme une explosion naturelle d'énergie nécessitait une architecture rigoureuse, des processus de production précis et un contrôle méthodique de soi et de l'espace, bien au-delà de la compréhension du spectateur moyen. Acte 5. La structure du chaos. En 1937, Carole Lombard prend une décision professionnelle qui bouleverse les fondements même du système des studios hollywoodiens. Après avoir honoré son contrat standard de plusieurs années avec Paramount Pictures, elle refuse catégoriquement de signer un nouvel accord qui l'aurait lié exclusivement à une seule entreprise. Dans les années 30, le système des contrats de 7 ans donnait aux studios un pouvoir absolu et monopolistique sur les acteurs. Les dirigeants choisissaient seuls leur rôle, contrôlaient leur image publique, pouvaient les louer à des concurrents pour leur propre profit et les suspendre sans salaire pour tout refus de tournage. Quitter cette structure rigide pour devenir agent libre était considéré pour une actrice comme un suicide professionnel quasi certain. Pourtant, Lombard prend ce risque, négociant chaque projet individuellement. Cette décision juridique sans précédent repose non pas sur l'intuition ou les caprices d'une star, mais sur un calcul d'affaires froid et pragmatique, et une compréhension de sa propre valeur marchande. Pour exercer cette autonomie, elle doit passer à un tout autre niveau de gestion de sa carrière. En tant que joueuse indépendante, Lombard ne reçoit plus d'emploi du temps tout fait des administrateurs de studio. Elle commence à fonctionner comme une productrice de l'ombre de ses propres films. Elle visionne personnellement les scénarios envoyés, limite strictement ses apparitions à 2 ou 3 films par an pour éviter la saturation du marché, et exige le droit légal de valider les réalisateurs et partenaires principaux. De plus, elle négocie un pourcentage des recettes au box-office, une rareté absolue dans l'industrie de l'époque. Elle construit consciemment autour d'elle une structure corporative complète où son nom est l'actif principal, et elle-même le PDG, prenant les décisions stratégiques clés. Pour maintenir un tel niveau d'influence et éviter que les studios ne la dupent lors de la production, l'actrice doit avoir une compréhension absolue, presque ingénieure, des aspects techniques du cinéma. Sur le plateau, ce que le public perçoit comme une explosion soudaine d'énergie excentrique est en réalité le résultat d'une préparation mathématiquement calculée. Lombard étudie minutieusement les distances focales des objectifs,
la spécificité des différents types de pellicules et les schémas d'éclairage de studio. Au lieu de se retirer docilement dans une loge confortable entre les prises, elle reste constamment sur le plateau, analysant la géométrie du cadre avec l'équipe de tournage. Ses mouvements les plus chaotiques et rapides à travers les décors sont calculés au centimètre près. Elle se déplace de manière à ne jamais sortir de la zone de lumière optimale, tout en conservant pour la caméra l'illusion d'une liberté incontrôlée et spontanée. Ce niveau d'implication technique entre en conflit avec la demande industrielle d'une illusion de glamour facile. L'usine à rêves vend depuis des décennies le mythe de la star docile, dont la présence à l'écran n'est que le résultat du travail d'un réalisateur masculin. La démonstration ouverte de sa compréhension de la logistique, des budgets et des principes de montage par une femme est perçue par le personnel technique comme une violation grossière de la hiérarchie. Lombard résout ce conflit institutionnel avec virtuosité, masquant son contrôle total sous le masque d'une bonne copine, pragmatique et un peu brutale. Elle ne donne pas de leçons sur l'optique à la direction. Elle traduit ses exigences techniques en blagues percutantes, joue au poker avec les éclairagistes et utilise généreusement l'argot des docs. Ainsi, elle dirige discrètement la dynamique du plateau, sans heurter l'ego professionnel de l'équipe de tournage, et obtenant un résultat visuel parfait sans titre de gestion formelle. La structure même du genre de la comédie excentrique impose sans compromis la nécessité d'une telle rigidité architecturale cachée et d'une endurance physique colossale. Une scène comique réussie, où les personnages s'interrompent sans cesse, renversent des meubles et se déplacent rapidement dans un espace clos, nécessite la précision d'un mécanisme d'horlogerie complexe. Un retard dans la réaction, même d'une fraction de seconde, détruit irrémédiablement le timing et tue la dynamique de l'épisode. Lombard passe des heures épuisantes à répéter les chutes physiques et les échanges verbaux. Ce processus entraîne souvent des contusions réelles et nécessite une préparation respiratoire sportive pour maintenir un rythme de parole mitraillette. La légèreté à l'écran est le résultat d'un travail physique monotone, exténuant. Elle aborde la création du chaos à l'écran avec la concentration d'un athlète professionnel, prouvant que le genre de la comédie exige bien plus de compétences techniques que le drame traditionnel statique. Cette approche industrielle et lucide, l'actrice la transpose brillamment dans le positionnement public de ses finances personnelles. En 1937, le ministère des Finances des États-Unis publie officiellement les listes des revenus les plus élevés du pays. Les revenus de Lombard atteignent près d'un demi-million de dollars, faisant d'elle l'une des femmes les mieux payées du pays. Dans la tranche d'imposition la plus élevée, elle doit verser environ 80% de cette somme au gouvernement. Alors que de nombreuses figures de l'élite hollywoodienne s'indignent publiquement du fardeau fiscal ou cherchent à cacher leurs capitaux, Lombard accorde une interview largement diffusée à la presse. Elle y déclare calmement qu'elle est absolument ravie de payer ses impôts à un gouvernement qui construit des routes, assure sa sécurité sociale et soutient l'infrastructure du pays. En pleine Grande Dépression, alors que des millions d'Américains vivent dans la pauvreté, cette position ouverte fonctionne comme un coup sociologique parfait. Lombard démystifie complètement sa grande richesse. Elle la présente non pas comme un don céleste ou le résultat d'une magie hollywoodienne inaccessible, mais comme le fruit honnête d'une transaction industrielle complexe et d'un dur labeur, sur lequel tous les impôts légaux ont été payés. Cette interview la protège de la haine de classe du public. Elle se positionne non pas comme une star déconnectée de la réalité vivant dans un palais, mais comme une citoyenne pragmatique et contribuable réussie. L'industrie reçoit un signal clair. Cette femme sait gérer non seulement son corps à l'écran, mais aussi son capital social à l'échelle nationale. En conséquence, son image publique commence à fonctionner sur deux niveaux parallèles, parfaitement équilibrés. Pour le public de masse dans la salle obscure du cinéma, elle reste sans conteste la reine de l'excentricité, l'incarnation de la folie joyeuse et de la vitalité spontanée, impossible à suivre. Mais au sein du système corporatif hollywoodien, elle représente une unité commerciale dure et autonome, qui surveille systématiquement sa valeur marchande, optimise ses conditions de travail et fixe elle-même les limites de son exploitation. Ce qui à l'écran semble être une légèreté organique et naturelle sert en réalité de la plus solide armure professionnelle, protégeant son droit à l'indépendance. Cependant, maintenir un tel degré élevé d'autonomie personnelle et financière à Hollywood
exige une tension constante et un contrôle non seulement sur les processus de production, mais aussi sur la façade sociale. La machine des studios peut temporairement tolérer l'indépendance commerciale d'une actrice, si cette indépendance est compensée par un récit personnel correct et commercialement attrayant pour la presse. Pour une star de premier plan, l'isolement absolu des rituels industriels est techniquement impossible. L'indépendance professionnelle soigneusement construite de Lombard doit inévitablement faire face à la nécessité de s'intégrer dans une autre structure, tout aussi rigide, l'architecture d'une grande alliance médiatique. Dans cet espace public nouveau, son statut de joueuse autonome est mis à l'épreuve par la présence constante d'une autre figure tout aussi influente. Acte 6. Alliance publique. En 1931, à 22 ans, Carole Lombard épouse William Powell. Un acteur accompli, 16 ans son aîné, avec la réputation d'un aristocrate raffiné d'Hollywood. Leur union dure un peu plus de 2 ans, se terminant par un divorce en 1933. Dans le paradigme classique de l'usine à rêve, le divorce d'une jeune actrice avec un homme influent signifie généralement une crise de réputation sérieuse. Cela exige souvent de la femme un repentir public ou un retrait dans l'ombre salvatrice. Mais Lombard dépouille cet événement de tout statut de catastrophe personnelle ou professionnelle. Elle orchestre la séparation avec l'élégance pragmatique d'un partenariat d'affaires, refusant catégoriquement de jouer le rôle de victime ou d'épouse trompée des tabloïds. Cette approche lucide rapporte rapidement des dividendes industriels sans précédent. En 1936, alors que Lombard est déjà établi comme une star de l'excentricité, le studio Universal lance la production de la comédie Mon homme Godfrey. Powell, engagé pour le rôle principal masculin, impose une condition stricte à la direction. Sa partenaire doit être son ex-femme. Le fait que des ex-époux non seulement coexistent pacifiquement, mais unissent leurs capitaux professionnels pour créer un succès commercial, devient une sensation. Lombard démontre clairement au public et aux producteurs que sa vie personnelle n'entrave pas son travail. Elle sait isoler ses émotions des processus d'affaires, transformant des circonstances personnelles potentiellement destructrices en un outil fiable pour renforcer son influence à l'écran et financière. Le véritable test de sa capacité à maintenir son autonomie survient avec son second mariage, avec Clark Gable, en 1939. À ce moment-là, Gable porte le titre non officiel mais totalement reconnu de roi d'Hollywood. Dans la hiérarchie médiatique, toute union avec une figure de ce calibre transforme automatiquement la femme en annexe du statut monumental de son époux. La logique industrielle suppose qu'aux côtés du principal symbole romantique de l'époque, l'actrice doit réduire son activité, adoucir son image publique et se concentrer sur le rôle d'épouse idéale de la plus grande star du cinéma américain. La personnalité de Gable pourrait facilement engloutir l'identité professionnelle de n'importe quel partenaire, réduisant sa signification culturelle à un simple décor pour ses triomphes. Pour éviter cette absorption systémique, Lombard applique dans la vie réelle la même stratégie qui lui a assuré le succès dans le genre de la comédie excentrique. Elle ne cherche pas à rivaliser ouvertement avec le macho monumental de l'écran, ni à se transformer en une douce ménagère. Au lieu de cela, elle intègre Gable dans son propre espace. Lombard organise des expéditions de chasse communes, dort sous tente, manie habilement les armes à feu et continue d'utiliser son vocabulaire caractéristique, volontairement brut. La presse s'extasie devant ce paradoxe. Une éblouissante blonde hollywoodienne partageant à égalité les loisirs masculins austères avec l'homme principal du pays. Elle se positionne non pas comme une épouse révérencieuse, mais comme une partenaire égale, une meilleure amie et une camarade indépendante. Les journalistes et le public adoptent volontiers ce modèle, car il s'intègre parfaitement dans le récit cinématographique déjà familier. Le mariage de Lombard et Gable est perçu comme la continuation vivante d'un film à succès, où l'indépendance de la femme ne défie pas l'homme, mais souligne sa force à travers le jeu commun. Le couple achète un ranch dans la vallée de San Fernando en Californie, où il cultive des agrumes et élève des volailles. Cette image d'Américain aisé mais simple, travaillant la terre, devient une brillante solution de communication. Elle permet à Lombard de maintenir un statut élevé au sein de l'industrie élitiste, tout en restant parfaitement compréhensible pour des millions de spectateurs. Dans ce mythe soigneusement construit de la paire principale d'Hollywood, sa liberté personnelle reste totalement intacte.
Au début des années 40, Carole Lombard atteint une position institutionnelle exceptionnelle. Elle parvient à créer une construction sans précédent pour une femme de l'époque. Elle maintient son statut de l'une des actrices les mieux payées, contrôle ses contrats, ne perd pas son attrait au box-office et est mariée publiquement à l'idole principale de la nation, sans pour autant devenir son ombre. Ses trajectoires professionnelles et personnelles convergent dans un point d'équilibre parfait, où le chaos calculé de l'excentricité coexiste paisiblement avec le pragmatisme d'affaires et le bien-être familial documenté. Elle soumet entièrement les règles du jeu industriel, prouvant que l'autonomie féminine peut être commercialement réussie. Mais cette architecture de vie impeccablement construite se prépare déjà à affronter des circonstances historiques de portée mondiale, échappant totalement au contrôle des studios et ne laissant aucune place aux manœuvres comiques légères. Acte 7. Trajectoire interrompue. En janvier 1942, peu après l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement sollicite directement Hollywood pour mobiliser des ressources financières. Carole Lombard est envoyée officiellement dans son État natal, l'Indiana, pour participer à une vaste campagne nationale de vente d'obligations de guerre. Lors d'un événement public marathon à Indianapolis, elle démontre une endurance physique phénoménale et une efficacité organisationnelle, vendant pour plus de 2 millions de dollars de titres gouvernementaux en une seule soirée. Ce voyage épuisant marque le sommet de son influence publique, prouvant à l'industrie que son autorité personnelle dépasse depuis longtemps le secteur du divertissement pour acquérir un véritable poids politique et économique. Pour retourner à Los Angeles au plus vite pour le début de nouveaux tournages en studio, l'actrice refuse le long mais sûr voyage en train transcontinental et opte pour un vol commercial. Le 16 janvier, l'avion de transport Douglas DC-3 de la compagnie TWA s'écrase à pleine vitesse contre le massif montagneux de Potosi, dans le Nevada. Cet événement marque une interruption instantanée et absolue de sa trajectoire physique et professionnelle unique. La nouvelle de cet incident aérien fatal déclenche une réaction institutionnelle immédiate et sans précédent. Pour le système des studios hollywoodiens, la perte soudaine d'une actrice de ce calibre est un choc administratif et de réputation, bien plus qu'émotionnel. L'industrie perd en un instant non seulement l'une de ses stars les plus lucratives, mais aussi un élément clé de son économie. En pleine guerre mondiale, la machine bureaucratique de l'usine à rêve ne peut se permettre une longue pause pour un deuil incontrôlé. Un protocole de gestion de crise rigide et standard est immédiatement lancé. La figure complexe et autonome de la professionnelle vivante doit être rapidement reformatée en un objet compréhensible, contrôlable et sûr de la mémoire nationale collective. Les circonstances de la tournée gouvernementale fournissent un cadre idéologique parfait pour cette transformation médiatique rapide. Puisque le vol s'effectue dans le cadre d'un programme officiel de collecte de fonds de guerre, l'appareil gouvernemental et les services de presse des studios intègrent cet événement de manière synchronisée et virtuose dans un récit patriotique. L'administration du président Franklin Delano Roosevelt proclame officiellement Lombard comme la première femme tombée en accomplissant son devoir civil dans l'effort de guerre des États-Unis. Cette décision politique annule instantanément son statut précédent de star comique excentrique. L'État s'approprie entièrement son image, la transférant définitivement de la catégorie des joueuses d'affaires indépendantes et pragmatiques à celle des symboles nationaux irréprochables. Bientôt, ce processus de monumentalisation prend une forme littérale. Le gouvernement nomme un navire de transport SS Carole Lombard en son honneur, transformant définitivement la femme vivante en un actif d'État. Une telle monumentalisation à grande échelle nécessite un nettoyage méthodique de sa biographie publique de toute contradiction gênante. La Carole Lombard vivante, une femme qui manipulait avec virtuosité les dirigeants de studio, utilisait le jargon portuaire sur le plateau, négociait durement ses pourcentages de recettes et défendait ouvertement son autonomie financière face aux services fiscaux, et systématiquement effacée des nécrologies officielles. Un symbole de sacrifice national ne peut, par définition, posséder les qualités d'une tacticienne d'entreprise dure. La presse et les sociétés cinématographiques réécrivent son histoire, concentrant l'attention du public uniquement sur son élégance, son altruisme angélique et sa loyauté absolue envers le devoir national. Sa vitalité aiguisée, conflictuelle et contradictoire
est rapidement remplacée par une hagiographie plate et irréprochable, confortable pour la consommation de masse. La présence publique de Clark Gable accélère et renforce ce processus de mythologisation. Les journalistes documentent de manière détaillée et impitoyable la réaction de l'acteur principal du pays à cette perte soudaine, transformant des circonstances familiales privées en un spectacle médiatique de grande envergure. Dans ce nouveau scénario tragique, la valeur professionnelle autonome de Lombard est rétrospectivement subordonnée au mythe du grand roman hollywoodien. L'industrie cesse de la positionner comme une entité indépendante ayant construit son propre empire. Elle est désormais fixée à jamais dans l'esprit collectif comme la moitié idéale, disparue trop tôt, d'une union légendaire. Sa lutte acharnée pour l'indépendance est doucement recodée en une histoire de dévouement féminin absolu, emballée en toute sécurité dans le cadre d'une tragédie romantique classique. La décision ultérieure de Gable de rejoindre les forces aériennes ne fait qu'amplifier ce lien sémantique, transformant leur biographie en un diptyque patriotique indissociable. La sortie de son dernier projet cinématographique achevé, la satire anti-guerre « To Be or Not To Be » du réalisateur Ernst Lubitsch, devient la démonstration la plus claire de la manière dont la mémoire institutionnelle neutralise l'art vivant. Le film est une comédie extrêmement audacieuse et risquée, où Lombard atteint le sommet de sa forme intellectuelle. Son personnage, une actrice de théâtre, manipule avec virtuosité les officiers de la Gestapo, démontrant non seulement une excentricité physique, mais un niveau supérieur de domination intellectuelle à l'écran. Cependant, le processus de post-production coïncide tragiquement avec la catastrophe dans les montagnes du Nevada. La direction du studio, paniquée, commence à apporter des modifications censurées au montage final, supprimant une réplique de son personnage sur ce qui pourrait se passer dans un avion, craignant une réaction négative du public choqué. Mais le changement irréversible se produit dans l'optique même du spectateur. Le public ne va pas au cinéma pour une comédie audacieuse et subversive qui brise les règles. Les gens assistent à une cérémonie d'adieu officielle, documentée sur pellicule. Le rire des spectateurs dans les salles sombres se mêle désormais inévitablement à la lourde conscience de la perte, émoussant efficacement et à jamais la force radicale et anarchique de sa dernière performance à l'écran. Du point de vue de la stratégie corporative à long terme des patrons hollywoodiens, l'arrêt soudain de la carrière de Lombard résout paradoxalement un problème structurel extrêmement dangereux pour le système des studios. Au début des années 40, l'actrice accumule un niveau d'influence administrative et financière sans précédent pour une femme. Elle avance avec assurance vers un contrôle total de la production de ses futurs projets, construisant une forteresse commerciale fiable. La mécanique hollywoodienne traditionnelle écarte impitoyablement les actrices ayant dépassé le cap des 35 ans. Mais Lombard se prépare à contourner ce système de vieillissement physique grâce à son pouvoir de gestion. Si son expansion professionnelle avait continué, Hollywood, conservateur, aurait dû s'adapter systématiquement aux règles du jeu dictées par une femme influente, vieillissante et absolument indépendante, qu'il est techniquement impossible d'intimider par la privation de contrat ou un mauvais rôle. La catastrophe aérienne élimine brutalement et définitivement ce défi institutionnel, la fixant à jamais à l'âge sûr de 33 ans. Arrêté au sommet de son attrait physique et de sa puissance de carrière, Lombard devient instantanément un matériau idéal et malléable pour l'archivage historique. L'industrie n'a plus besoin de mener avec elle des négociations financières complexes, de faire des concessions sans précédent dans le choix des réalisateurs ou de craindre son intelligence analytique et acerbe sur le plateau. Les circonstances tragiques soudaines offrent à la machine hollywoodienne une sortie impeccable, bien que cruelle. L'usine à rêve a l'occasion de démontrer un respect profond et formalisé pour la superstar tombée, tout en lançant un mécanisme à long terme de transformation de son énergie vivante, dangereuse et incontrôlable en un mythe statique, confortable, qui ne menace plus personne. Acte 8. Légende sans danger. En 1999, l'Institut américain du film publie un registre officiel des plus grandes légendes du cinéma classique hollywoodien. Carole Lombard y occupe la 23e place. Les commentaires officiels qui accompagnent ces classements institutionnels se concentrent traditionnellement sur son « esprit pétillant », son statut de reine incontestée de la comédie excentrique et son bref mariage mythifié avec Clark Gable.
Cet acte de catalogage historique montre à quel point le mécanisme de mémoire collective de l'industrie du divertissement est impeccable et pragmatique. Le système des studios et ses archivistes ont figé à jamais l'esthétique visuelle de l'actrice et son appartenance au genre, tout en écartant soigneusement le pouvoir administratif, financier et productif complexe qu'elle avait construit derrière son charme constant à l'écran. Des décennies après la fin de sa carrière, la professionnelle complexe et calculatrice qui gérait elle-même ses contrats et contrôlait la géométrie de chaque plan a été réduite à une affiche historique plate et confortable à percevoir. Les rétrospectives modernes et les programmes des écoles de cinéma présentent souvent son succès phénoménal comme un phénomène naturel. Dans cette version simplifiée de l'histoire, Lombard apparaît comme une femme dotée dès la naissance d'un sens de l'humour parfait et de la capacité innée à porter des robes en soie de créateur sous les projecteurs des studios. La discipline physique épuisante, les négociations dures avec les dirigeants de studios et les stratégies financières lucides sont systématiquement exclues du récit populaire, car elles contredisent directement le mythe romantisé d'une gloire facile, insouciante et presque magique de l'âge d'or. Cette révision systématique de sa biographie n'est pas une simple perte de données dans les archives. C'est un mécanisme de protection fondamentale de la structure même du cinéma corporatif. Reconnaître l'ampleur totale de l'autonomie de Lombard signifierait admettre officiellement qu'une femme dans les années 30 pouvait fonctionner avec succès en dehors du contrôle paternaliste des patrons de studio. Si l'industrie reconnaissait ouvertement que sa légèreté à l'écran n'était pas un don du ciel, mais un outil froidement calculé pour obtenir une indépendance administrative, cela créerait un précédent historique extrêmement inconfortable. Il est bien plus sûr et avantageux pour le système de se souvenir d'elle comme d'une fille unique, talentueuse et charmante, qui savait simplement être drôle, plutôt que comme une joueuse redoutable et autonome sur le terrain corporatif masculin. En marquant Lombard comme une exception unique, la culture de masse a efficacement neutralisé le potentiel social radical de sa méthode professionnelle. Lorsque l'indépendance féminine, l'intelligence aiguisée et la capacité de dominer physiquement à l'écran sont emballées comme une anomalie rare et inimitable, les règles fondamentales du jeu restent inchangées. Les générations suivantes de jeunes actrices n'ont pas reçu les plans de l'indépendance financière et créative de Lombard. À la place, on leur a assigné la tâche impossible de copier son charme magique et sa sincérité naturelle. Cela a permis aux grandes compagnies cinématographiques de continuer à exploiter de nouveaux visages, selon les anciennes règles, les maintenant fermement dans les contraintes du système contractuel, tandis que les actrices tentaient en vain de reproduire cette légèreté organique qui, pour Lombard, n'était qu'un camouflage protecteur. L'évolution industrielle du genre comique après son départ est la preuve la plus évidente de cet aplatissement systémique. Le format excentrique que Lombard avait légitimé et transformé en l'un des principaux piliers financiers d'Hollywood dans les années 30 s'est progressivement transformé en une comédie romantique plus prévisible et sûre. Dans ce processus de transformation commerciale, l'image de l'héroïne tranchante, dominante et intellectuellement supérieure a été méthodiquement adoucie. Le chaos cinétique agressif et la vitesse de réaction incroyable avec lesquelles Lombard brisait le monopole masculin habituel sur la prise de décision à l'écran ont été progressivement remplacés par une maladresse comique mignonne, une naïveté sociale de base et une recherche obligatoire d'approbation masculine à la fin de l'histoire. L'industrie cinématographique a conservé la formule comique qui assure des profits stables grâce à la vente de billets, mais a soigneusement retiré la menace d'un véritable pouvoir féminin. Cela a prouvé que le niveau phénoménal d'autonomie personnelle de Lombard n'était toléré par les dirigeants de studio que comme une expérience temporaire et strictement localisée, et non comme une nouvelle norme pour toutes. La spécificité de la préservation de son héritage révèle un paradoxe sociologique persistant qui continue de définir en grande partie les mécanismes de la culture de masse. La société continue de consommer avec grand plaisir le spectacle de l'indépendance féminine absolue, mais uniquement lorsqu'il est solidement isolé dans les limites du genre de divertissement et dépourvu de conséquences sociales réelles. Le public est prêt à admirer une héroïne audacieuse et vive d'esprit, à applaudir sa capacité à détruire l'ordre patriarcal et à surpasser ses partenaires, car il sait pertinemment qu'après 1 heure et demie, la séance se terminera, les lumières s'allumeront,
et dans le monde réel, rien ne changera. Lombard comprenait parfaitement cet échappatoire psychologique fondamental et l'exploitait avec un maximum de bénéfices commerciaux et personnels, rendant sa force socialement acceptable uniquement à travers le format d'un jeu stylé et virtuose. Le paradoxe de son mythe historique réside dans le fait que c'est précisément ce camouflage à multiples couches qui lui a assuré une immortalité culturelle incontestée. Contrairement à de nombreux collègues talentueux de l'époque, dont les carrières ont été broyées par la machine des studios, Lombard n'est pas restée dans les mémoires comme une victime de l'exploitation industrielle ou une combattante épuisée pour l'égalité. Elle est entrée dans l'histoire comme une victorieuse absolue, une étoile brillante qui riait toujours la dernière. Cependant, le prix inévitable de cet immortel éclat a été l'effacement presque total de la mémoire de l'immense tension, du focus impitoyable et de la discipline de production que chaque seconde de sa liberté à l'écran exigeait. Sa stratégie professionnelle a fonctionné si parfaitement qu'elle a finalement trompé même l'histoire elle-même, amenant les générations futures à croire sincèrement que son pouvoir de gestion n'était qu'un effet secondaire de sa beauté et de son caractère joyeux. La signification ultime de Carole Lombard dans la culture du XXe siècle n'est pas déterminée par les circonstances tragiques qui ont soudainement interrompu sa biographie, mais par le brillant compromis pragmatique qu'elle a réussi à imposer au système corporatif le plus conservateur de son temps. Elle a prouvé en pratique qu'une femme pouvait atteindre une liberté opérationnelle totale au sein d'une industrie strictement contrôlée, à une condition clé, que le public ne remarque jamais le poids des efforts déployés. L'industrie n'a pas cherché à réprimer sa vivacité, elle l'a simplement transformée en une norme dorée, sûre et statique. La culture préfère encore percevoir une femme vraiment forte et indépendante comme un miracle admirable, mais unique, afin de ne pas réécrire les règles pour tout le monde. Et le fait que derrière cette charmante illusion de légèreté se cachait toujours un intellect d'acier et discipliné reste le tour le plus réussi et non résolu de l'histoire du cinéma classique. Carole Lombard n'a pas brisé la machine corporative d'Hollywood, elle l'a magistralement déjouée. Sa plus grande victoire réside dans le fait qu'elle a forcé cette industrie conservatrice à jouer selon ses règles, tout en prétendant simplement s'amuser. Elle a dissimulé son esprit analytique et sa poigne d'acier derrière une façade de comédie étincelante, où une indépendance féminine franche ne semblait pas menacer l'ordre